Bienvenue sur le podcast des Jeudis d'Outre-Manche, un endroit où nous vous proposons de partager nos préparations et nos débriefs en tant que meneurs, mais aussi où nous allons avoir des discussions plus larges sur la maîtrise et tout ce qui gravite, de près ou de loin autour du jeu de rôle. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Alors pour ce premier épisode, je vous propose de vous emmener dans les coulisses de la préparation de la partie Werewolf of Wall Street. Donc c'est un setting qui est prévu pour être joué avec le système Troïka. Le setting prend place dans une Amérique dystopique dans les années 19800 et quelques. Le postulat de départ, donc, c'est qu'il y a un président qui s'appelle le président suprême Richard Radon, qui est mort et qui est maintenant maintenu en stase et qui gouverne depuis un tube en verre quelque part dans un bunker sous Wall Street. On a aussi donc une présentation un peu plus détaillée du type de société. Donc c'est une société où la liberté n'est pas gratuite, elle est d'ailleurs hors de prix. L'économie est juge, bourreau et jury. On a donc les personnages qui seront du coup prisonniers de ce système et qui auront du coup perdu tout sens critique vis-à-vis de ce même système. D'ailleurs, l'auteur pose la question, pouvez-vous vous en sortir ? Mais de quoi ? De la pièce, du bâtiment, de New York, de la planète ? Peu probable. Mais peut-être pouvez-vous au moins trouver un sens à cet enfer tordu. Donc voilà, la couleur est annoncée. Ah oui, décidément, j'allais encore oublier. Les CEO sont tous des loups-garous. Après quoi, l'auteur nous propose différents personnages à incarner, différents PNJ adversaires et différentes tables, donc reprenant différents pièges, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver dans des donjons. Et avec tout ça en main, il faut préparer sa partie. Alors je vous propose de vous partager ma méthode. Je commence donc par vous présenter les 6 points par lesquels je passe. Le premier est qu'est-ce que ça évoque pour moi, qu'est-ce que je veux en faire. Le deuxième, il va falloir construire l'univers comme n'importe quel univers. La troisième, créer des personnages non joueurs, donc des PNJ intéressants. La quatrième, il va falloir les placer dans ce décor. La cinquième, il va falloir établir une mission simple, puisque là, en l'occurrence, c'était pour un one-shot. Et la sixième, il va falloir commencer à complexifier l'intrigue pour rendre tout ça plus intéressant. Commençons par le commencement. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour moi ? La première idée, et elle est évidente, c'est la dystopie. Alors, il faut aller regarder ce qu'est une dystopie. Une dystopie, donc là je vais sur Wikipédia, une dystopie, c'est un récit de fiction et d'anticipation dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. Donc là on a entièrement dans cette espèce de postulat de départ que propose le setting. Ça m'évoque aussi un univers un peu kafkaïen avec des situations absurdes et ça je le garde bien en tête puisque je vais vouloir appuyer sur ce côté-là. Maintenant, qu'est-ce que je souhaite en faire ? Alors ça je l'ai répondu juste avant, du coup cet univers kafkaïen, je vais vraiment appuyer dessus et je vais avoir 2 films comme ça qui me sont venus en tête pendant la préparation. C'est Brasil de Terry Gilliam et Playtime de Jacques Tati. Alors je vais essayer de voir si je peux pas essayer d'intégrer une espèce de machinerie un peu fantastique et surtout de mettre en place une société où les employés sont plus que des matricules. En fait, on va essayer de les presser jusqu'au burn-out. En fait, je vais reprendre et caricaturer cette idée d'américanisation de la société et de procédé d'uniformisation. Deuxième point, construire l'univers. C'est pas si différent de ce qu'on pourrait faire si on avait un monde à créer. Donc je m'explique, on prendra une carte et puis on commencerait par placer les différents éléments géographiques, les forêts, les montagnes, les canyons, les lacs, les mers, etc. Et puis on passerait aux villes, on commencerait par placer les éléments les plus gros, puis les plus petits. Et bien là, il faut imaginer que notre monde, c'est une entreprise. On a différents étages, et puis au sein de ces étages, on va placer différents bureaux. De la même manière, on va des éléments les plus gros aux plus petits. Pour ce one-shot, j'ai décidé de centraliser l'action dans un étage, et donc c'est l'équivalent d'une région sur une carte. Sur cet étage, j'y ai placé différents espaces, donc les bureaux, l'open space, la salle de repos, les WC, les différentes salles de projection, et la cage d'escalier et l'ascenseur.
Si on reprend l'idée de la carte et qu'on fait une macro dessus, c'est un peu comme si j'avais placé différentes villes ou différents éléments géographiques clés. À partir de ce moment, j'ai une idée bien précise de la structure de mon étage, de mon micro-univers. Et je vais pouvoir faire appel à ce que j'avais évoqué dans ma première question qui était « qu'est-ce que je veux en faire ?» Je vais donc commencer à teinter ces différents espaces pour les rendre uniques et intéressants à découvrir pour le joueur. Le bureau du manager, par exemple, c'est une boîte de nuit. J'ai voulu faire une ambiance qui tranche complètement avec le reste du bureau et qui montre le détachement qu'il peut y avoir avec le reste de l'entreprise. Et je vais vouloir y mettre tous les codes qui s'y réfèrent. Donc les vitres teintées, les murs à sonoriser, les vigiles, le tapis rouge, etc., etc. Autre exemple, l'open space. Je voulais un énorme open space. C'est un peu comme une forêt. Donc c'est un énorme labyrinthe et je voulais qu'il soit très difficile d'en sortir. Je trouvais aussi intéressant l'idée que cet open space puisse être exploré et qu'on puisse y faire différentes rencontres. Les bonnes comme les mauvaises. En réalité, je prends ça un peu comme un donjon. Et je réalise ça pour chacune des pièces, toujours en ayant en tête cette espèce d'univers un peu kafkaïen que je voulais y mettre. Alors forcément, en parallèle de ça, j'ai des petites idées de PNJ, de premiers PNJ qui me viennent en tête. Et ben je commence à les noter, et depuis le début d'ailleurs, je les note sur un bout de papier, et c'est maintenant qu'on arrive à la troisième étape, créer des personnages non joueurs intéressants. Alors là, moi, ma façon de faire, c'est d'abord de réfléchir à des personnalités. En réalité, j'ai commencé à noter des personnalités, parce qu'étant donné qu'on est dans de la narration, ou de la narration partagée, ces personnages vont exister de par leur interaction. Et je vais piocher dans mon expérience, dans mon entourage, dans ce que j'ai pu voir dans les films, dans les livres, etc. Après quoi, et étant donné qu'on est plutôt dans une ambiance satirique, je vais chercher à caricaturer ces différentes personnalités. Forcément, tout n'est pas bon à prendre, mais il faut absolument pas se brider à cette étape-là. Et il y aura des personnalités qui pourront s'imbriquer les unes aux autres, et on va pouvoir créer des PNJ à partir de ce moment-là. Alors par exemple, on connaît tous dans notre entourage cette personne qui oublie constamment tout, qui demande de répéter. Et en l'occurrence là, c'est moi. Et puis on a cette mamie toute gentille, toute douce. Et bien en additionnant ces deux traits de personnalité et en les caricaturant un petit peu, on obtient Pim, l'archiviste ou secrétaire, ou je sais plus trop ce que... Je crois qu'elle n'avait pas forcément de rôle prédéfini. Un autre exemple, je prends un geek et une personne très enthousiaste, et on obtient Nick, donc le voisin de bureau de Linda. Ensuite, ces premiers croquis de personnages, il va falloir leur donner une voix, et il va falloir aussi leur donner un physique. Pour moi, les deux vont de pair. Le joueur n'aura que ma voix et la description que je lui en aurais faite pour imaginer ce PNJ. Et je vous invite vraiment à emphaser sur ce point, parce que c'est vraiment les interactions, encore une fois, je le répète, qui vont donner vie à votre univers. Alors ma technique elle est simple, je vais piocher dans les personnages de Disney. Et vous verrez que généralement le physique est accordé à la voix. Pour Jim, j'imagine une vieille petite sorcière toute gentille. Et pour Nick, j'imagine un de ces personnages secondaires exubérants qui gravitent toujours autour des héros. Très souvent ce sont des animaux. Donc concernant la description physique, prenons encore pour exemple Pim, je vais avoir comme référence Germaine de Monstres et compagnie. Pour Nick, comme il a cette petite voix aiguë très enthousiaste, je vais lui mettre une tête réduite. Je trouvais que c'était rigolo. Pas forcément de justificatif plus que ça. Faut vraiment aussi laisser libre cours à son imagination, à se faire plaisir. Et puis je vais lui donner des caractéristiques physiques qui sont propres à ses tâches. Donc là en l'occurrence c'est un gamer, donc il aura des pouces qui seront hypertrophiés. Voilà, et je m'arrête à ça. C'est l'imagination du joueur qui fera le reste du travail avec les clés que je lui ai données. Et il ne faut surtout pas sous-estimer ce point, parce que c'est l'un des outils essentiels du jeu de rôle. Passons maintenant au point suivant, placer les PNJ dans le décor, et commençons à peupler notre univers. Pour moi, il a été essentiel de placer un personnage clé, un personnage remarquable, dans chacun des endroits que pouvait visiter le joueur. Alors pour cette partie, on avait Nick, le voisin de bureau de Linda. On avait Nick, celui qui est en salle de repos. On avait Pim, l'archiviste.
On avait Marl Brody et Lucky Mike, donc qui étaient les deux en pause cigarette, qui étaient dans les toilettes et avec qui il a interagi à distance. Et on avait Jim, le manager. Le reste sont pour moi des personnages secondaires que je prépare un peu moins et que je définis par 2-3 mots-clés sur ma feuille. Voilà, avec tout ça, on a maintenant un univers, on y a des personnages et donc notre joueur est prêt à aller y interagir. Il ne manque plus qu'à lui préparer quelques amorces de mission. Étant donné que nous sommes sur un one-shot et qu'on avait prévu de jouer sur 1h30, maximum 2 heures, il fallait établir une mission simple, claire et qui tombe un peu comme une injonction pour sonner un peu le départ de la partie. Comme la partie prend place dans un bureau et qu'on joue clairement sur de l'absurde, vous pouvez imaginer tout un tas de missions qui ne rentrent clairement pas dans les compétences professionnelles du personnage joueur. Ce qui permet d'autre part de sortir du coup ce personnage de sa zone de confort et de le mettre face à des situations plus aventureuses. On aurait pu imaginer la réception d'un colis, ou alors la photocopie d'un dossier, ou encore la préparation surprise d'un pot de départ, et j'ai choisi apporter un café. Et maintenant qu'on a notre mission, il ne reste plus qu'à essayer de la complexifier un peu. Et on va imaginer tout un tas d'embûches, tout un tas d'entraves qu'on va pouvoir mettre dans les pattes de notre joueur. Étant donné qu'il s'agit de l'intrigue principale, c'est essentiel de donner du challenge aux joueurs. Et donc pour ça, j'ai pas eu à chercher bien loin, étant donné qu'on est dans une satire de la société actuelle, j'ai utilisé cette espèce de lourdeur administrative qu'on connaît tous. Ajouté à ça, j'y ai intégré la photocopieuse tueuse, donc qu'on retrouve dans le petit livret de Werewolf of Wall Street. Et j'ai imaginé un règlement intérieur complètement absurde lui aussi, pour venir sanctionner et challenger le joueur dans différentes situations. L'interdiction d'écrire à deux mains, l'interdiction de se déplacer dans les bureaux avec un café dans les mains, sont tout autant de règles que je crée à la volée pour solliciter l'imagination du joueur et puis rire un bon coup. Alors là, je vais aussi parler d'un autre jeu, c'est Paranoia. J'aime assez l'idée que les personnages commencent à jouer en faisant chacun partie d'une secte ou d'un groupe et qu'il s'agit de quelque chose de formellement interdit. Et bien là, pour presser un peu le joueur pendant la partie, lui mettre un peu de tension, j'ai imaginé cette espèce de jeu de qui est-ce géant qui viendrait sanctionner les personnages mutants. Et devinez quoi, il se trouve que le personnage que Matt incarne est un mutant. Voilà, vous savez tout. J'espère que ces conseils vous serviront. On arrive maintenant à la fin de ce podcast et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles parties en perspective et surtout n'oubliez pas, amusez-vous et restez bienveillants. Et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.